Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Finance sans filtre. J'ai le plaisir d'être avec Romain aujourd'hui. On va parler de SC immobilière, de ce qui se passe, qui fait pas mal l'actualité. C'est parti d'un article des Échos, on va en parler. Et surtout avant, n'oubliez pas de vous abonner. C'est le premier épisode de Finance sans filtre en studio, donc je suis super content. Bienvenue Romain. Bonjour. Du coup, on va se présenter. Enfin, je vais te laisser te présenter et je me représenterai aussi. Romain Welch, je suis le président et un des cofondateurs de la société de gestion Théorème, une société de gestion créée en 2020 qui gère de l'immobilier, de l'épargne immobilière pour les particuliers. Et donc, dans nos produits, on a la SCPI Login et puis la SC Pythagore notamment, dont on va parler aujourd'hui. Ouais, la SCPI Login qu'on connaît bien parce qu'elle est passée dans ma grille SCPI sans filtre. Mais là, on va vraiment plus se focaliser sur les SC immobilières. Alors, pour la petite anecdote à nos auditeurs, il y a un article des Échos qui est sorti il y a quelques semaines qui annonçait, je schématise, mais la fin des SC immobilières en assurance vie. Donc, les SC immobilières, c'est plus de 20 milliards d'encours, il me semble, dans les assurances vie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en fait? Alors, c'est pas du tout la fin des SC. C'est probablement une mauvaise compréhension d'un décret qui est sorti et qui a été publié le 30 avril de cette année, qui a été discuté pendant plusieurs mois avec le régulateur, l'AMF donc, et le Trésor. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura plus de nouvelles SC. Par contre, les SC existantes, sous réserve de quelques adaptations, pourront continuer à exister. Donc, cette vision de dire que les SC, c'est fini, ça n'est pas vrai. D'accord. Déjà, c'est bon de le rappeler. Et alors, quand tu dis qu'il n'y en aura pas de nouvelles, c'est-à-dire que les sociétés de gestion ne pourront pas lancer ce qu'on appelle autre FIA. Et par contre, ça va se transformer. Comment concrètement ça va se passer dans les contrats d'assurance vie? Concrètement, le régulateur a souhaité standardiser un peu plus l'offre qui était disponible pour la clientèle de particuliers. Le grand avantage des SC, c'est que c'était un véhicule dans lequel on pouvait le structurer et mettre des choses très différentes. On y reviendra probablement. Ça, c'est en fait fini. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des cadres qui sont plus normalisés, le cadre de l'OPCI, de la SCPI, ou d'un produit qui va devenir un peu plus populaire et qu'on connaît aujourd'hui moins, le LTIF. Bon, ce qui détermine ces produits notamment, c'est la composition de l'actif. Et c'est ces règles de composition de l'actif que le régulateur a souhaité que l'on mette dans des SC alors qu'elles n'existaient pas. Donc pour les SC qui existent aujourd'hui, elles vont devoir suivre et décider quelles règles de composition de l'actif elles vont suivre parmi les produits que j'ai cités. Ça, c'est pour l'existant. Pour les nouveaux véhicules, ce sera forcément des SCPI, des OPCI ou des FPS LTIF. Ok, très clair. Et ça veut dire que les SCPI dans l'assurance vie, ça va toujours exister, c'est ça? Complètement. Et en fait, pourquoi ils ont fait ce distinguo autre FIA, FIA? Enfin, qu'est-ce qui a cloché en gros côté Trésor, AMF sur des véhicules SC qui au final ont tenu leurs promesses, ont assuré leur liquidité, alors qu'à contrario, comme tout le monde le sait, il y a des SCPI qui sont en difficulté et qui ont des vrais sujets de liquidité qui passent en capital fixe. C'est une vraie question. En fait, quand cette réforme des autres FIA est arrivée, on n'a pas tout à fait compris les raisons. Je pense qu'une des raisons est de vouloir simplifier et organiser les produits qui sont disponibles auprès du grand public et éviter qu'il y ait des produits sur lesquels les règles puissent être modulées par les sociétés de gestion, donc avoir une gamme plus lisible probablement pour les clients. C'est probablement ce qui a conduit le Trésor à faire cette réforme. Mais ce que vous dites est vrai, c'est que les SC, ces autres FIA,
ont certes subi les évolutions du marché, mais comme un certain nombre de SCPI qui existaient à cette période-là, qui ont vu leur valeur de part baisser. Par contre, les SC, du fait qu'elles aient été commercialisées dans l'assurance vie, ont eu un avantage fort, qui est que la liquidité a été assurée auprès du porteur de part finale, et la personne qui a assuré cette liquidité, c'est l'assureur, puisque ces véhicules ne sont vendus que au travers de l'assurance vie. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on le rappelle, mais c'est l'assureur qui est tenu de tenir la liquidité. Au contraire des SCPI en direct, où là, c'est la société de gestion. Et c'est un distinguo assez important à souligner. Mais Je me permets, c'est pas la société de gestion qui fait la liquidité, c'est la SCPI. La société de gestion, elle gère au mieux la SCPI, mais c'est bien la SCPI qui gère la liquidité. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est une SCI immobilière et concrètement ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que souvent je vois beaucoup de clients en tant que CGP, tu vois. Ils savent pas forcément ce qu'ils ont à l'intérieur de leur contrat. Et tu vois, une SCI immobilière, enfin moi d'un point de vue professionnel, ancien gérant de fonds immobiliers, je vois ce véhicule qui est comment dire, valorisé régulièrement. Et en fait, on a toute la liste des participations. Et je le vois un peu comme un fonds de fonds, en fait. Enfin, un fonds dans lequel avec des prises de participation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est documenté? On peut voir où ça va, les performances de chaque ligne. Enfin, qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur? C'est le grand avantage en fait des SC, c'est que la société de gestion va pouvoir créer la stratégie qu'elle va souhaiter mettre en place pour ses clients. On va avoir des SC qui vont être investis qu'en immeubles, qui vont se rapprocher d'une SCPI. Il va y avoir des SC qui vont être investis que en indirect, donc dans d'autres fonds. Alors ça peut être dans des SCPI par exemple, mais ça peut être dans des fonds d'investissement professionnels, des noms qui sont un peu moins connus du grand public, mais qui sont des acteurs très reconnus sur le marché. Par exemple, vous pouvez être investi chez Prologis, chez Ardian, chez PGIM, qui sont des très grands asset managers qui vendent leurs fonds aux investisseurs institutionnels, mais pas aux particuliers. Puis vous pouvez avoir des hybrides, des gens comme la SC Pythagore, qui investit à la fois dans l'indirect et dans du direct. Vous pouvez avoir également d'autres stratégies, avec soit des stratégies qu'on va qualifier de core, qui vont être plutôt des stratégies qui vont générer un revenu sur du long terme, avec un peu moins de risque, et des stratégies un peu plus risquées, avec de la restructuration d'immeubles. Donc on peut faire énormément de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler que de SC. Il faut bien regarder ce que propose la société de gestion, quel est l'objectif de sa gestion. Et ça, c'est décrit dans les documents d'information qui sont disponibles pour les porteurs de parts. Ouais. Et au final, ouais, c'est hyper intéressant parce que tu vas aller sur d'autres stratégies que tu as dans une SCPI classique, qui est plutôt un véhicule à vocation de distribuer auprès des porteurs. Donc typiquement, tu peux aller sur des stratégies qu'on dit value add, donc à valeur ajoutée, sur des fonds tu as des acteurs qui font des restructurations d'immeubles, etc. Donc tu vas plus aller sur des TRI plus élevés, théoriquement, que ce que peut se proposer des SCPI. Enfin, en tout cas, sur d'autres stratégies qui, au final, sont peut-être, enfin, je dis pas plus pertinents, mais complémentaires à une SCPI de base. C'est exactement ça. C'est la finesse des SC qui permet ça. Dans une SCPI, le but de l'intégralité, je pense, des participants du marché, c'est de distribuer des revenus, qui soient mensuels, trimestriels, mais d'avoir un revenu qui soit récurrent. Et donc, on choisit un immeuble qui va avoir des caractéristiques spécifiques pour générer un revenu qui va être plutôt élevé. Dans la SC, on va raisonner souvent un peu différemment. Le véhicule n'étant pas disponible en direct, il rentre dans une enveloppe capitalisante qui est l'enveloppe de l'assurance vie. Et donc, on ne va plus raisonner uniquement en revenus, on va raisonner en valorisation
du fonds. Et donc, on va parfois pouvoir acheter des immeubles qui vont avoir des caractéristiques un peu différentes, par exemple générer un peu moins de revenus, mais sur lesquels on pense qu'il y a plus de création de valeur. Bon. Ou bien des immeubles sur lesquels il va y avoir une période de vacances, par exemple, mais par contre, le jour où on va trouver un locataire, on va avoir une très forte création de valeur. Et ça, en fait, ça permet de diversifier les stratégies. Ça permet d'avoir d'autres types d'immeubles qui vont réagir différemment aux évolutions de marché. Donc c'est très complémentaire en fait avec une SCPI. Ça répond pas aux mêmes objectifs, ça répond pas à des objectifs de perception d'un revenu récurrent, mais par contre ça répond très bien à un objectif qui est la diversification d'un portefeuille financier dans lequel on a de l'action, de l'obligation et de l'immobilier, parce que l'immobilier apporte de la diversification et donc réduit le risque d'un portefeuille global. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut avoir ce type de véhicule dans un portefeuille. Ouais, clairement, je pense vraiment que l'immobilier réduit la volatilité globale, effectivement, et que je le rappelle à quasi toutes mes vidéos, mais que c'est hyper important de se diversifier. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin côté client d'anticiper la retraite. Voilà, on sait que le système de retraite est très bancal et a plutôt vocation à évoluer négativement. Et en fait, on le voit concrètement pour les encours de PER, donc les plans d'épargne retraite, qui ont dépassé les 150 milliards. Donc il y a un vrai besoin de complément de retraite. Et finalement, ce que tu me dis, c'est que c'est un véhicule qui capitalise, qui a un objectif de long terme, qui est de l'immobilier, qui est hyper accessible parce que le prix de part, c'est vraiment ta VL à quelques euros en fait. Oui, voilà. Donc tu peux vraiment avoir une partie de cet immobilier pour te diversifier au sein de ce contrat. Et finalement, c'est un produit hyper adapté pour ces enveloppes. C'est effectivement un produit qui est très adapté, qui, en tout cas, c'était la philosophie qu'on avait quand on a conçu Pythagore et qui reste sa philosophie de dire c'est un véhicule de fonds de portefeuille. Quand on le choisit, on le laisse et ça apporte la diversification. Il y aura des périodes où ça va surperformer, des périodes où ça va sous-performer, et c'est normal. Tout le monde a été très content, je pense, pendant la période de taux négatifs, d'avoir de l'immobilier, parce que les fonds euros ne rapportaient plus, les produits de taux ne rapportaient plus, et donc les produits immobiliers ont généré de la performance. Les taux sont remontés, l'immobilier a contre-performé, mais c'est normal, c'est les conséquences d'une remontée de taux de 350 points de base qu'on a vécu. Les produits obligataires se sont remis à performer, et donc le tout fait que le portefeuille, dans sa globalité, se porte bien. Et il ne faut pas regarder produit par produit. Et ça se réinversera à un moment. L'immobilier va reperformer et va apporter de la contribution. Il faut en avoir à ce moment-là. Ouais. C'est dommage d'en avoir après. Bah ouais, c'est ça. On va rater le train qui arrive. Mais du coup, effectivement, bon, ces dernières années, il y a eu l'impact des taux. Et en fait, si je comprends bien, c'est que tu as une brique de valorisation de revenus sur ta SC et une brique de valorisation de valeur d'expertise, de performance. Et je prends un exemple comme Pythagore qui a fait des performances stables, finalement, sur les dernières années. Qu'est-ce qui pourrait être les futurs moteurs de performance? Est-ce que c'est beaucoup lié aux taux, les taux longs immobiliers? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourront potentiellement... Alors, on ne fait pas de prévision, c'est difficile, parce que oui, c'est très difficile de faire des prévisions. On le voit, le contexte géopolitique est très chahuté en ce moment, pour dire les choses de façon très posée. Donc, évidemment, l'évolution des taux longs, et c'est vraiment les taux longs qui sont importants pour l'immobilier, est important. Une compression des taux crée une valeur dans l'immobilier, une décompression des taux peut peser sur l'immobilier. Alors, attention, ce qu'on a vécu en 2022-2023
ne se reverra probablement plus. On est passé de taux négatifs à des taux qui font 3,5%. Aujourd'hui, quand on parle de variation de taux, on parle de 50 points de base d'évolution. Ça n'a rien à voir et on ne parle pas du tout du même point de départ. Et on sait que plus les taux sont bas, plus une augmentation des taux a un impact important sur la valeur. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte en cas d'augmentation des taux. Et par contre, une petite baisse des taux peut avoir un impact positif. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est un des aspects plus intéressants de l'immobilier, parce que les taux, en fait, on les contrôle assez peu. On est très dépendant du marché. Ce sont les loyers et les niveaux de valeur locative de marché. Alors, on ne les contrôle pas non plus. Par contre, on arrive à avoir des prévisions un peu plus fortes sur quels sont les bâtiments sur lesquels on va avoir des besoins de surface. Et si on a des besoins de surface et qu'il n'y a pas forcément d'offre complémentaire qui est mise sur le marché, les loyers augmentent. Ces loyers, ils vont augmenter parce qu'il va y avoir un besoin de bâtiments. Par exemple, en ce moment, nous, on considère que sur tous les bâtiments de type logistique industriel, il y a un manque de bâtiments, il y a un besoin de réindustrialiser l'Europe, il y a un besoin de bâtiments qui vont servir le e-commerce. Donc, les loyers ont une pression vers le haut. Première chose. Deuxième chose, c'est l'indexation des loyers. On sait que dans les baux, il y a une indexation qui se fait, qui suit, plus ou moins l'inflation. Donc ça tire aussi les valeurs vers le haut. Donc c'est la combinaison de ces différents facteurs qui créera la performance de demain. On sait qu'aujourd'hui, il y a quelques classes d'actifs qui souffrent encore. Le bureau en fait partie. Ça reviendra, hein, le bureau. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les changements de mode de travail font que les bureaux ne sont pas forcément bien valorisés. Il y a un peu moins de transactions, mais ça reviendra. Puis il y a des classes d'actifs qui fonctionnent bien, industriel, logistique, le commerce revient bien par exemple. Ouais, ça a été hyper résilient finalement, le commerce, la logistique, et Covid, y compris la hausse des taux, etc. Bon, ça a corrigé mécaniquement, mais il y a un tel besoin que... Et au sein de Pythagore, tu me disais, tu n'as pas tant d'exposition de bureaux, c'est ça, c'est 30% à peu près. Oui, c'est une trentaine de pourcents. C'est la construction de Pythagore, c'est de la diversification dans les différents secteurs immobiliers et de la diversification géographique. C'est vrai que même si on croit moins aux bureaux, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du tout de bureaux, parce qu'un jour ça repartira, donc il faut être exposé. Les gens travaillent, on avait une exposition au moment où il y a eu un changement de tendance. Elle a toujours été, cette exposition, un peu plus faible, hein. Ça fait bien longtemps, nous, qu'on parie très fortement sur l'industriel, la logistique, mais on veut du bureau parce qu'on sait qu'il va y avoir à terme une reprise. Il n'y a pas de tout blanc, tout noir, ça n'existe pas. C'est de la même façon que ces dernières années, l'immobilier n'a pas été vraiment mis en valeur, mais quand même, il y a certains placements immobiliers qui apportent de la performance et qui vont en apporter à un moment où les autres n'en apporteront plus. Ouais, moi, je pense que c'est important de rappeler que l'immobilier, ça protège de l'inflation quand même. Oui, alors ça protège sur du très long terme. Ça protège sur dans les baux et du coup mécaniquement. Voilà. Mais par contre, on peut pas dire que ça protège sur une courte période parce que l'immobilier peut perdre de la valeur. Il y a du risque sur l'immobilier. Par contre, les loyers sont globalement tirés vers le haut du fait de l'indexation et des revalorisations de VLM. Mais tout immobilier ne protège pas de la même façon de l'inflation. Celui qui protège le plus probablement de l'inflation, c'est probablement le logement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu moins de volatilité sur les loyers. Ça permet on peut avoir une
masse de locataires qui est beaucoup plus importante, et donc la visibilité sur le loyer est plus pertinente, et c'est probablement avec cet immobilier-là qu'on est le plus protégé de l'inflation. Ouais, c'est marrant, j'aurais justement pensé que ça aurait été plus l'immobilier pro, parce qu'encore faut-il avoir la capacité de répercuter cette hausse d'inflation, et que du coup ton locataire, tu vas plus suivre, et j'ai l'impression que les hausses de loyers résidentiels sont plutôt contenues. Après, ils ont fait l'encadrement des loyers, mais Oui, mais t'as pas sur le il y a un côté encadrement des immobilier. loyers, mais ce qui est important dans la protection de l'inflation, c'est l'indexation du loyer. Euh, on sait bien que en immobilier professionnel, euh, parfois il va y avoir une indexation de loyer, et au moment du renouvellement du bail, le loyer va être mis à un niveau, par exemple, inférieur. Si Mm. à ce moment-là, l'immeuble a perdu un peu de ses caractéristiques, de sa qualité, parce qu'il n'a pas été rénové, parce que il y a un peu moins de demande à ce moment-là, voilà. Ou inversement, au moment où le locataire part, je refais des travaux, je remets à neuf mon bâtiment, il y a énormément de demandes, je peux augmenter davantage mon loyer. Les deux systèmes existent. En immobilier d'habitation, et je parle pas de quelqu'un qui a un logement, hein, je parle d'un vrai portefeuille Oui, d'un point de de vue logements, institutionnel. exactement, avec plusieurs centaines ou milliers de baux. La trajectoire des loyers est un peu plus, suit un peu plus l'inflation, parce que l'indexation des loyers est un index très lié à l'inflation, même si c'est pas exactement l'inflation, et même si quand il y a eu des fortes périodes d'inflation, effectivement, le gouvernement a mis des barrières, hein, pour pas qu'on puisse trop augmenter ces loyers. C'est vrai, mais c'est plutôt ce type de loyer qui suit le pouvoir d'achat des ménages, en fait. Ouais. Ok, très clair. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux particuliers, aux CGP qui nous écoutent par rapport à la SC Pythagore, tu vois, par rapport soit euh, pour leur participation actuelle et ou future. Enfin, tu vois, compte tenu un peu de ces discussions qui est en cours et qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Déjà, je reviens sur le premier thème, la SC, elle va prendre un des régimes. Nous, probablement, on ira vers le régime LTIF, qui est celui qui nous permet de continuer à avoir la Ouais, stratégie ok. qu'on a souhaité mettre en place. Il y a quelques ajustements à faire, mais qui sont pas des ajustements trop Structurant. trop structurants. Donc ça, c'est pour l'instant assez clair chez nous. Et c'est un véhicule qui est conçu pour être un fonds de portefeuille. C'est un véhicule qui est là pour apporter la brique immobilière de base, aux côtés du fonds euro, de la poche action, de la poche Ouais, obligataire. bon complément. Et donc, le véhicule, il répond à ce besoin. Il a eu une année où il a eu une performance négative. Aujourd'hui, la performance, elle est plutôt stabilisée. Et nous, ce que on veut, c'est ramener cette performance à un niveau qui soit plus proche des objectifs que l'on avait initialement de 4,5% par an, qui devrait être la performance de ce type de véhicule sur du long terme. Ça arrivera. La question est une question de temps. On sait que l'immobilier réagit souvent avec un peu de latence, mais par contre, l'objectif de ce portefeuille, c'est bien la diversification d'un portefeuille financier dans un contrat d'assurance vie. Ouais. Ouais, donc tu dis 4, 4,5, allez, 5, soyons fous, Oui, mais du coup, au-dessus d'un fonds euro, enfin, on le rappelle, hein, mais le fonds euro, il distribue historiquement ces dernières années 2, 2,5, 3%. Je parle pas des taux boostés qui sont un peu biaisés, mais du coup, ça s'insère vraiment dans une allocation globale, ça réduit la volatilité du portefeuille. Ça, c'est utile de le rappeler. La volatilité, c'est les risques de chute du portefeuille. Et encore une fois, c'est des produits. L'immobilier, c'est du long terme. Il faut le rappeler, je pense que c'est assez important.
Et l'horizon de placement, déjà pour la SCPI recommandée, c'est 10 ans, il me semble. Entre 8 et 10 ans en fonction des produits, oui. Voilà, donc l'ASC, ça doit être similaire. Et Pythagore, ça a été lancé assez récemment, finalement. Ça a été lancé fin 2021, donc Ouais, c'est vrai que 2022, ouais, 2022, juste avant la donc crise. juste avant la crise, le timing de lancement, mais bon, ça, on n'anticipe pas Ouais, les crises, a pas été bon. Mais par contre, la stratégie, elle, reste pertinente et fait du sens, encore une fois, dans une allocation de portefeuille. Oui, et c'est le début, finalement, de Pythagore. Hum. Donc, avec un objectif de long terme, je pense c'est important aussi de prendre du recul, prendre de la hauteur et regarder vraiment les fondamentaux au sein de cet essai. C'est hyper transparent, c'est très réglementé. Il y a toutes les participations, hein, c'est ça qui sont Toutes les participations, valorisées régulièrement, en plus que les SCPI. c'est un véhicule qui est valorisé toutes les semaines. On a des valorisations officielles tous les trimestres. Donc oui, c'est un véhicule qui est très transparent, qui a une façon de créer sa performance un peu différente de la SCPI. Je l'ai déjà dit. Ne pas faire que des actifs qui génèrent que du rendement, faire un peu de création de valeur, avoir des stratégies un petit peu alternatives, ça fait beaucoup de sens. Mais par exemple, vous retrouvez dans des SC du logement, ce que vous ne pouvez pas avoir dans une SCPI, parce qu'une SCPI, en fait, doit générer beaucoup de distribution et le logement n'assure pas cette distribution. Par contre, le logement apporte de la création de valeur. Enfin, vous allez retrouver du logement, par exemple, dans les SC. Ouais, c'est important de le rappeler. Et souvent, on regarde juste la performance, mais on ne se pose pas la question, ou vraiment, je le rappelle à nos auditeurs, mais posez-vous les questions du pourquoi et quels sont les fondamentaux de long terme, la stratégie, comparer les SC. Tu disais, il n'y a pas deux SC pareils, je pense, en termes de stratégie sur le marché. Et en fait, vous avez pour moi, des stratégies hyper intéressantes. Tu parlais d'Ardian au début, qui est, du coup, tu peux prendre une participation dans un de leurs fonds. Les particuliers ne peuvent pas en direct le faire. Et je connais bien parce que j'ai travaillé chez Ardian dans leur équipe Real Estate. Et j'ai structuré le fonds RF2 pour le lancer. Et typiquement, en fait, il faisait que du value add. Donc, le value add, c'est de la restructuration d'immeubles pour les remettre aux normes et les relouer. Donc, il y avait vraiment une logique de performance de TRI. Et c'est des fonds qui cartonnaient, en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vraiment des équipes dédiées qui savaient faire les travaux, les restructurations. Et ça, en fait, pour moi, c'est pas le job d'une SCPI, par exemple. Clairement, c'est pas son job. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va chercher ce type de produit qui est vraiment différenciant. Et ça, à long terme, je pense vraiment que ça peut apporter une brique de performance en plus. On va peut-être revenir sur la SCPI Login, du coup, pour dire un mot sur cette SCPI qui se porte bien, qui a publié des bons résultats sur plus de 6% de revenus bruts de fiscalité. Ouais. 6,21 de distribution brute de fiscalité en 2025. Ouais. Qui a augmenté le prix de part. Exactement, plus de %. Ça fait un PGA de 8,21 en 2025, qui est un nouvel indicateur, le PGA. Bon. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan du PGA, parce que j'en discute souvent autour de mes vidéos, etc. Mais je trouve que ça biaise la compréhension de ce que touche l'investisseur. Et ça crée des classements un peu... je dis pas opportunisme, mais tu vois. Oui, mais alors moi, je vais m'opposer un tout petit peu à ça. C'est-à-dire que c'est vrai que la SCPI, l'épargnant la souscrit pour sa distribution. Bon. Mais par contre, la distribution n'est qu'un élément de la performance. Et donc la création de valeur sur la part ou la perte de valeur sur la part, parce que les SCPI peuvent perdre de la valeur, est un élément patrimonial
important. Et donc, mettre en parallèle les deux fait beaucoup de sens. Voilà, faut pas que rester sur un PGA, qui est au final juste en plus sur une année. Mais sur les SCPI plus récents, t'as pas forcément un TRI, tu vois. Moi, je dis toujours, regardez le TRI, et tu l'as pas forcément sur les SCPI récents. Oui, il faut un TRI, il faut même on commence à dire qu'on peut parler de TRI à partir de 5 ans, et encore 5 ans, c'est juste, il faudrait au moins 8 ou 10 ans sur ce type de véhicule. Ouais, pour avoir vraiment un bon aperçu. Et dans le TRI, tu as la poche effectivement de distribution et la poche de revalo de part. Mais en fait, je suis assez vent debout ces classements, tu sais, de PGA, où c'est un peu la course à celui qui fera le plus gros PGA, et surtout avec quelques biais de délai de jouissance ou ce genre de choses. Et je trouve que ça biaise un peu la compréhension des particuliers qui se retrouvent juste avec un pauvre classement. Ok, qu'est-ce qu'ils ont distribué? Déjà, c'est statique à un instant T, c'est sur juste une année. Et pour moi, c'est pas suffisant, tu vois, pour se faire une idée sur la SCPI. On est d'accord, et c'est pour ça qu'une SCPI ne devrait pas être achetée uniquement pour un taux de distribution. Une Exactement. SCPI, avant tout, c'est une stratégie, la confiance dans la société de gestion, dans la stratégie, la capacité à délivrer sur du long terme. Et effectivement, les taux peuvent être un peu plus élevés, un peu moins élevés. C'est pas très grave à partir du moment où l'investisseur, l'épargnant, est serein avec le choix qu'il a fait, pour quelle raison il a fait le choix de cette SCPI. Ça, le conseiller en gestion de patrimoine est là pour l'aiguiller. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de se faire accompagner. Et je trouve, selon moi, que on tend sur le marché de la SCPI à quelque chose de trop marketing. Tu vois, très clairement sur certaines plateformes que je ne citerai pas, mais peuvent créer une asymétrie d'information entre ce qui est disponible sur le marché. Tu vois, tu as des rapports annuels de centaines de pages, et le particulier à l'autre bout de la chaîne qui, au final, tombe sur des classements, sur des articles, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma grille SCPI sans filtre, c'est pour réduire cette asymétrie d'information et amener quelque chose de vraiment plus enrichi, plus constructif, et avec une vraie méthodologie derrière, en fait. Et si tu veux, une SCPI, c'est pas juste un TD, un PGA. Tu vois, moi, j'ai 30 critères sur ma grille, et je vais vraiment regarder avec mon outil IA, il va décrypter tout le rapport annuel, tout le bulletin trimestriel, toute la note d'information qui est transmise à l'AMF, avec notamment toute la structure de frais. Et au final, tu vois, ça va te faire une cartographie, en fait, avec ta solidité de la SCPI, qui n'importe quoi, avec ton stock de patrimoine en cours, et donc ce que la SCPI est aujourd'hui, et le futur vers quoi elle tend, en fait, avec la durée des baux, la décote de ta SCPI, avec même le track record de la société de gestion, par exemple. Et l'alignement d'intérêts potentiel entre les gérants et les associés. Donc tu vois, ça va vraiment sur une analyse qui est très fine, et que je pense qui peut vraiment beaucoup aider pour la prise de décision, pour l'accompagnement, et rendre ça plus lisible auprès du grand public. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de SCPI, dont Login, qui a récemment publié son rapport annuel. Et donc ça couvre à peu près 24 milliards de capi. Et l'idée, c'est vraiment de développer et d'arriver à 50 SCPI dans les prochains mois, ensuite une centaine, mais vraiment pouvoir comparer. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas pouvoir dissocier quels sont les SCPI plutôt à haut potentiel, à haut rendement, quels sont les SCPI matures, quels sont les SCPI qui sont plus solides, stables, et tu vas pouvoir même l'adapter avec ton objectif en tant que particulier, tu vois, ton profil de risque.
Donc, c'est hyper intéressant. Le profil de l'épargnant et trouver les SCPI qui répondent aux besoins, c'est quelque chose qui est effectivement important. La SCPI, je partage l'avis, c'est pas un produit qui s'achète facilement. C'est un produit qui nécessite un peu de temps, de l'explication, de la compréhension. Et le rôle des conseillers est là pour ça. Souvent, on met plusieurs SCPI justement pour gérer les risques. Bah ouais, ça, faire une ça fait allocation ça fait du diversifiée, sens, ouais. des SCPI avec des millésimes différents, avec des stratégies différentes, Ouais. des stratégies aussi sur le levier financier qui peuvent être différentes. Et tout ça, ça permet d'avoir quelque chose qui est cohérent et qui permet de traverser en fait les crises et d'avoir ce flux de revenus le plus longtemps possible et donc de voir à long terme. Ouais, ouais, exactement. Et je pense vraiment toujours réfléchir en allocation, en diversification. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien chez Login, par exemple, c'est sa visibilité sur les flux, sur les cash flows, tu vois, parce que tu as une WALB, donc durée ferme des baux, qui est presque de 10 ans, en fait. Oui, ça c'est très bien. C'est effectivement top. le fait que on soit sur des pays hors de France, on est en Europe et pas en France, nous permet d'avoir des baux qui sont très longs. Il y a un biais en France, c'est que il est très difficile d'avoir des baux de plus de 12 ans pour une raison fiscale qui est une aberration, mais bon, c'est comme ça. Et on va trouver à l'étranger des baux de 15 ans, parfois de 20 ans, ce qui permet de sécuriser en fait le flux locatif. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'un locataire un jour ne peut pas avoir des difficultés de trésorerie, ne peut pas avoir des difficultés de paiement. C'est pas parce qu'on a une durée ferme de bail longue qu'il ne se passe rien, mais n'empêche que ça permet pour un locataire qui est solide de s'assurer qu'il ne va pas quitter le bâtiment et d'avoir cette belle vision sur le cash flow. Ça, c'est une chose, mais on est aussi sur Login, et je pense que ça, c'est un point qui est très fort, sur des bâtiments qui sont des bâtiments importants dans la génération de chiffre d'affaires des entreprises. On est sur du bâtiment industriel. C'est dans ces bâtiments que l'entreprise fabrique les produits qu'elle va vendre, ou et stocke les produits à côté de son usine pour ensuite fabriquer le produit. Et donc, c'est extrêmement stratégique et il y a une viscosité du locataire qui est assez forte. On n'est pas du tout sur des schémas de bureau où, en fait, la moquette commence à être un peu sale. À la fin de mon bail, je peux déménager et aller dans le bureau d'en face. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles on pense que les locataires qui sont dans leurs bâtiments vont rester longtemps. C'est pour ça qu'on a des baux qui sont longs. On fait également des opérations en lien avec les locataires. C'est eux parfois qui nous vendent eux-mêmes leurs bâtiments parce qu'ils ont besoin de ressources pour acheter une autre entreprise, pour se développer, pour acheter des machines. Et donc, ils vendent leur bâtiment et ils re-signent un bail très long. Ils connaissent leur bâtiment, ça s'appelle du sale and leaseback, effectivement, et donc ils connaissent leur bâtiment, ils savent qu'ils sont bien, mais par contre, ils utilisent ce bâtiment pour financer leur croissance. Ça, c'est des éléments qui sont très forts parce que ça donne une belle visibilité sur le cash flow, encore une fois. Ouais, c'est vachement bien pour un associé, tu vois, tu te dis au moins la projection que tu lui fais. Moi, je fais des projections de TRI pour mes clients. Tu peux te dire, ok, tu as quand même une bonne visibilité sur ce qui va arriver, tu vois, sur un login. Et outre, effectivement, je trouve que cette classe d'actifs a été hyper résiliente et a des bonnes perspectives aussi. Et je sais que vous faites aussi du data center un peu. Alors, on peut en faire. On n'en a pas fait encore dans Login. Ça fait partie de nos objectifs. En fait, la thématique de Login, c'est vraiment contribuer au travers de l'immobilier à la réindustrialisation de l'Europe. Et donc, on va sur tous les actifs qui contribuent
à la chaîne de production. Donc ça va des laboratoires de recherche, par exemple Life Science, ça passe par les bâtiments de production, ça passe par le stockage, les livraisons du dernier kilomètre, et puis ça passe aussi par le stockage numérique, parce que la souveraineté sur les données est importante dans la production. Donc, on peut investir sur l'ensemble de ces classes d'actifs. On a vu des data centers. On n'est pas allé au bout pour des questions notamment de taux que l'on pouvait obtenir sur ces bâtiments. Mais on en aura probablement à l'avenir, oui. Ouais, je pense que ça va devenir hyper stratégique avec les sujets d'IA qui ont besoin vraiment de plus en plus d'espaces de stockage. Et peut-être à l'avenir, ça sera une des pistes de développement de login. Peut-être, je ne sais pas si je veux dire un mot avant de conclure sur ces sujets. On a parlé de beaucoup de choses, mais ces deux véhicules SC, SCPI qui sont finalement très complémentaires. Oui, enfin, pour reboucler avec ce que l'on a dit, je pense que ce sont des véhicules qui sont complémentaires, qui répondent à des besoins différents. J'ai parlé de Pythagore, qui est du fonds de portefeuille qui permet d'apporter de la diversification. Un produit comme la SCPI Login, c'est un produit qui apporte des revenus, des compléments de revenus sur du long terme. Mais c'est pas que, hein, on peut utiliser ces outils en vraie gestion de patrimoine, hein, en finançant l'acquisition de parts de SCPI par emprunt, en les démembrant. Ouais. Tout ça crée une sophistication dans ces produits, dans la gestion de patrimoine en particulier, qui nécessite d'être accompagné, mais qui offre énormément d'opportunités. Et aujourd'hui, l'immobilier, et c'est ça qui est intéressant, a connu quand même une baisse de valorisation. Donc on est sur dans les années 2022-2023, donc on est sur des prix qui ont été corrigés. On achète l'immobilier à des prix plus faibles, avec des taux de rendement plus élevés que ce qu'on avait dans le passé. Donc aujourd'hui, on est sur des bons moments pour investir sur l'immobilier, en complément du fonds euro, des produits structurés, de tout ce qui peut être présenté sur le marché. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop rentré dans ce détail, mais la SCPI, c'est vrai que c'est adapté pour plein de situations différentes. Donc effectivement, pour moi, c'est le produit de complément de revenus pour préparer sa retraite. On peut réinvestir les dividendes pour les capitaliser ou pas. Et oui, on peut faire du démembrement, on peut acheter via SCI. Et posez-vous bien la question. Moi, je l'ai vu récemment, j'ai comparé des CPI investis en France ou en Europe. C'est pas du tout la même fiscalité, par exemple. Et on est vraiment sur je trouve des niveaux de réflexion qu'il faut vraiment plus pousser, parce encore une fois, on présente souvent un TD brut, mais quand on regarde le net de fiscalité et le net de fiscalité de particulier, en fait, personne n'en parle. Sauf éventuellement dans ma grille, que vous pouvez regarder, où là, vraiment, j'ai regardé net de la fiscalité du particulier, en fait. Et c'est hyper impactant selon que la SCPI soit investie en France ou en Europe. Donc, posez-vous vraiment ces bonnes questions. Moi, je trouve que la SCPI, c'est un outil génial, où il y a plein de choses à faire. C'était bien de refaire un point sur la SC, je pense. Merci pour ces précisions. Et je pense que ça va aider beaucoup de nos auditeurs. Merci Romain. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ouais, avec plaisir. Et pour nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne Finance sans filtre. Ça nous aide énormément pour le développement, nous faire connaître. Vous pouvez retrouver Théorème sur votre site ou via des conseillers en gestion de patrimoine. Comme moi, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes intéressé par la grille SCPI sans filtre, je publie très régulièrement sur LinkedIn, sur Instagram et sur mon site internet. Je peux vous faire une fiche PDF récap de login, par exemple, et vous donner vraiment un aperçu de cette grille qui, je pense, sera de nature vraiment à vous aider. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un prochain épisode de Finance sans filtre. Bye bye.